Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Vous vous rappelez certainement d'une vidéo dans laquelle on voit un robot de la société Boston Dynamics qui se fait bousculer violemment. Après la diffusion de cette vidéo, la réaction des gens a été immédiate et assez violente envers les humains qui maltraitaient cette machine. Mais pourquoi les internautes ont autant réagi face à cet humanoïde ? Dans cet épisode, Alexandre Pellerin nous dévoile quelques pistes scientifiques et psychologiques très intéressantes qui vous aideront à comprendre pourquoi nous pouvons avoir des émotions pour des robots. Grâce à cette interview, vous pourrez vous aussi vous poser des questions face à vos prochaines conceptions d'interface. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît auprès de nos auditrices et auditeurs ? Bien sûr, ouais. Donc pour me présenter rapidement et présenter ma formation, moi déjà j'ai commencé par un bac S et en fait à la sortie de mon bac, j'ai pas commencé tout de suite par faire du design, mais j'ai fait un IUT en génie mécanique et productique. Donc j'ai fait 2 ans, c'était chouette, mais rapidement j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus créatif et donc c'est pour ça que je me suis assez naturellement tourné vers le design industriel et notamment vers Strat, donc une école de design dans la région parisienne, où j'ai obtenu un diplôme en 2017 de designer industriel et où je me suis spécialisé dans le design d'interaction. Donc c'est ce qui se rapproche, je dirais aujourd'hui, le plus de l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le rôle que j'ai. Donc je travaille depuis 2 ans pour je suis consultant en UX designer pour une boîte qui s'appelle Binext et prochainement Octo. Enfin, on se fait racheter par Octo. Et ça fait 2 ans que je travaille en mission chez AXA. Et donc je les aide à améliorer leur site web, leur espace client, les sites agents, etc. et repenser un petit peu l'usage et l'expérience utilisateur de leur page. D'accord, ok, merci. Alors aujourd'hui, on voulait parler précisément de l'interaction homme-robot, d'interface, un peu de futur, etc. Et j'aimerais savoir pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet, s'il te plaît. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques années. En fait, j'ai consacré mon projet de diplôme d'ailleurs à Strat autour de l'interaction homme-robot. Et c'est pas tant le robot en lui-même, la robotique qui m'intéresse, mais c'est plus la relation qu'on peut avoir avec. Et je me suis en fait assez rapidement rendu compte que les robots, quand en tout cas on est designer d'expérience, ils avaient quelque chose d'assez particulier et qui avaient tendance un petit peu à je trouve facilement faire raisonner ou agir sur nos émotions. Et c'est ça qui m'a intéressé avec les robots, c'est que je me suis demandé pourquoi est-ce que les robots, quand on interagit avec eux, il y a quelque chose d'assez unique qui se fait ou qui est assez différent de l'ensemble des autres objets qui peuvent nous intéresser dans notre quotidien, quoi. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé au sujet et donc j'ai fait mon projet de diplôme autour de ça et ça me ferait plaisir en tout cas aujourd'hui d'en parler un petit peu avec toi et parler un petit peu de mon sujet de diplôme, quoi. D'accord. Donc, en préparant le sujet tous les deux ensemble, tu m'as dit effectivement donc que tu étais passé par Strat, que tu avais fait des années de diplôme et que tu avais travaillé sur ce mémoire. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus de façon profonde en quoi consistait ce mémoire, quel était le sujet, et on va revenir justement
au sujet d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. En fait, pour expliquer rapidement, à Strat, la dernière année de diplôme, elle se divise un petit peu en 2 temps, où un premier temps où en gros on consacrait à la rédaction d'un mémoire, et ce mémoire a abouti à ce qu'ils appellent un peu la question de designer, qui amène sur un projet de diplôme qu'on présente devant un jury pour valider, son diplôme, quoi. Et donc moi, bah, j'avais plusieurs choix de sujets, mais j'ai voulu traiter en fait de la relation homme-robot. Et en fait, je me suis posé la question des robots sociaux et est-ce que en fait ne pas mieux comprendre euh, la relation homme à homme ne permettrait pas de construire des robots sociaux un peu plus intéressants. Et en fait, à la fin de ce mémoire, je suis arrivé un petit peu à la conclusion que les robots, c'était des formidables vecteurs d'émotions, en gros, et qui favorisaient un petit peu l'émergence de ces émotions dans l'interaction. Et donc, je me suis assez naturellement posé la question de est-ce qu'on peut pas utiliser les robots ou la robotique pour cultiver nos émotions et peut-être éventuellement favoriser l'émergence de quelque chose d'un peu plus large. J'ai pensé un petit peu à nos valeurs et je me suis assez rapidement d'ailleurs tourné vers la valeur de fraternité. Et donc, en gros, je me suis demandé est-ce qu'on peut utiliser la robotique pour créer un vecteur de fraternité. D'accord. OK. Et quand on parle tu nous disais d'interaction, c'est quoi une interaction pour toi entre le robot et l'homme exactement? Ouais, c'est vrai que le mot interaction n'est pas toujours clair, hein. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre par interaction, c'est quand quand on interagit avec un objet, en tout cas, on utilise un objet un petit peu de tous les jours, une interface, et c'est le rapport qu'on peut avoir, c'est-à-dire ce que le fait de l'utiliser peut générer chez nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter, et c'est un petit peu ça que je voulais décrire, c'est l'expérience en gros que crée le robot et ce qu'il apporte, quoi. Et c'est un peu ça qu'il faut entendre par interaction, en gros. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, Ouais, bien sûr. d'une interaction forte ou intense? Ouais, je peux donner des exemples d'interaction intense. En fait, bon, déjà, c'est vrai que je parle de robotique depuis un petit moment, mais c'est vrai que j'entends le mot robot, moi, dans un sens assez large. Si on reprend un petit peu ce que veut dire un robot, en fait, c'est un mécanisme, quoi, complexe, qui va se substituer à l'homme, en tout cas, qui va effectuer certaines tâches qu'on peut considérer comme complexes à la place de l'homme, quoi. Donc, moi, quand je parle de robot, une machine à laver, pour moi, ça peut être un robot. Elle va faire la vaisselle à notre place. Mais je parle aussi, par exemple, d'intelligence artificielle. Quand je pense à ça, je pense à ce qu'on peut retrouver sur tous nos smartphones, que ce soit les chatbots de Siri sur iPhone ou Google, etc. Et je pense que on a tous vécu déjà une relation, en tout cas avec un robot, et généralement ça laisse assez peu indifférent, je trouve. Euh, et, euh, et, et ouais, il y a un exemple que j'aime beaucoup moi. Euh, et c'est un petit peu ça qui a été le début un petit peu de ma réflexion autour du sujet. Ça date de quelques années, mais c'est une vidéo euh, qui était postée par Boston Dynamics. Donc, Boston Dynamics, c'est une entreprise américaine qui construit des robots et qui a fait plusieurs vidéos, d'ailleurs certaines qui sont assez connues aujourd'hui. Et donc, ils travaillent sur des robots aujourd'hui plutôt militaires, en tout cas qui ont un objectif un petit peu opérationnel. Et ils ont imaginé un robot qui s'appelle Atlas, qui aujourd'hui est assez performant. On va pas se mentir, en tout cas, qui est assez impressionnant dans ce qu'il est capable de faire. Mais il y a quelques années, c'était un petit peu moins le cas. Et il y avait une vidéo où on voyait un de leurs robots euh, avec et son objectif, en fait, c'était de prendre une boîte en carton et de la poser sur une étagère. Et à côté de ce robot, on avait un homme avec une crosse de hockey. Et en fait, il poussait le robot, il tapait le robot, il le gênait pour effectuer sa tâche. Et donc, tout l'objectif un petit peu de cette mise en scène, c'était de démontrer que le robot était capable de réaliser sa tâche malgré
les péripéties en quelque sorte. Mais moi, ce qui m'a fasciné en fait dans cette vidéo, c'est pas tant la vidéo elle-même, mais c'est plus les réactions qu'elles ont suscitées. Euh, et d'ailleurs, j'invite un peu les auditeurs à aller voir cette vidéo et se poser la question un petit peu de qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils voient la vidéo. Mais quand on va dans les commentaires un petit peu de tout ça et qu'on voit les gens réagir, c'était assez marrant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui éprouvaient de la peine pour ce robot. Ou en tout cas de la tristesse et aussi beaucoup de colère vis-à-vis de cette personne qui tape le robot, quoi. Et c'est étonnant parce que, je sais pas, tout à l'heure tu parlais de machine à laver, devant une machine à laver ou devant un Ouais. lave-vaisselle, personne n'a d'empathie, quoi. On n'est pas en extase devant le robot, devant le robot ménager, ou je sais pas, quand on moue du café dans un robot, on n'est pas en extase devant le robot. Alors, pourquoi, à ton avis, il y a, il y a, il y a une fascination, où il y a de l'empathie, où il y a une prise de conscience par rapport à ce que fait l'homme par rapport à la machine, en fait. Bah, c'est exactement ça, et que c'est la question que je me suis posée, et c'est ça qui m'a vraiment intrigué, c'est de se dire pourquoi effectivement on peut éprouver de l'empathie pour un robot, plus pour un robot d'ailleurs que pour une machine à laver ou je sais pas ou quoi que ce soit. Euh, et, euh, et en fait, j'ai trouvé une partie de ma réponse en faisant mes recherches et via un roboticien. Enfin, la réponse vient en quelque sorte d'un roboticien japonais qui s'appelle Mashiro Mori. Je le prononce sûrement assez mal, mais lui, il a décrit une théorie qui s'appelle la vallée de l'étrange. Euh, et en fait, ce qu'il explique dans sa théorie, c'est que plus un robot, en tout cas plus un objet a tendance à ressembler à un être humain, à avoir des traits d'un être humain, et plus on va pouvoir éprouver une forme d'affinité avec ce robot. Euh, et en fait, il faut voir cette théorie un petit peu, c'est représenté sous la forme d'une courbe, et donc c'est une courbe qui grimpe. Et ce qui est intéressant, et c'est ça où je trouve ça fascinant, c'est qu'à un moment donné, cette courbe, en fait, elle va partir à l'opposé et elle va aller complètement à l'inverse, donc former une sorte de creux, de vallée. Et en fait, à un certain point, quand le robot va être un petit peu trop ressemblant à l'humain, c'est plus de l'affinité ou de l'empathie qu'on va pouvoir éprouver pour ce robot, mais ça va être plutôt tout l'inverse. Ça va être de la peur, du rejet, et un peu de l'effroi. Euh, et cette courbe va finir à la fin par remonter quand on va dépasser en quelque sorte la ressemblance à l'humain. On va plus parler de surhumain. Donc pour donner un exemple, quand on va parler de super-héros en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire que si on voit une sorte de Superman qui il peut tirer des lasers avec ses yeux, ça rien d'humain, mais pourtant ça va pas forcément faire peur. Donc c'est pour ça qu'on parle de la vallée de l'étrange, parce qu'il faut imaginer une courbe qui grimpe, mais en plein milieu de cette courbe, bah il y a un creux énorme et c'est super intéressant. D'accord. Et donc, pour toi, ou surtout pour Masahiro Mori, donc Ouais. le creux de cette courbe, en fait, ça correspond à quoi? C'est la peur, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu la peur. En fait, il donne des exemples, lui, un petit peu de ce qu'on peut ressentir. C'est que, par exemple, on va prendre l'exemple d'une petite poupée. Au début, voilà, c'est quelque chose qui peut ressembler ou avoir des traits d'un humain, qui peut être humanoïde, qui a un visage, etc. On peut éprouver un petit peu d'affection pour cette poupée. Si cette poupée, elle peut commencer à se déplacer, à émettre du son, ou avoir l'impression d'avoir une intention, bah, l'affinité qu'on peut éprouver pour elle va être d'autant plus forte. Mais si cette poupée commence à avoir des traits de visage un petit peu trop proches de celui d'un humain, et ben là, ça va plutôt faire peur. On va plutôt ressentir de la peur. Il y a un robot qui est assez connu,
peut-être que il y en a tout un tas, hein, mais il y en a un qui a fait un petit buzz qui s'appelle Sophia. Je sais pas si Oui, oui, je vois le visage très humain en fait. Ah oui. exactement, c'est un robot qui est très réaliste, quoi. Mais pourtant, quand on le voit et quand on voit des vidéos de ce robot, il y a une gêne qui s'installe et naturellement, on a tendance un petit peu à être effrayé par ce robot. Et c'est ce qu'il explique en gros dans cette théorie, c'est que typiquement, à un certain point, à une certaine limite, si on fait des robots trop réalistes, ils vont faire peur, quoi. Euh, et, euh, et ça peut être intéressant de se demander pourquoi aussi, pourquoi ça fait peur et pourquoi la courbe ne continue pas de monter, quoi. D'accord. C'est Euh, vrai que donc ça veut dire que les roboticiens, les gens qui construisent des robots, ils doivent certainement connaître cette courbe ouais, et, exactement. et cette théorie. Et donc pour eux, c'est la difficulté. Ça va être difficile en fait de créer un robot qui puisse générer de l'empathie, mais pas trop, mais pour Exactement. ressembler à un humain, parce que sinon il va y avoir une forme de dégoût ou de peur, quoi. C'est ça? Exactement. Alors, bon, c'est vrai que ça reste une théorie, donc c'est pas prouvé scientifiquement, et il y a certains d'ailleurs roboticiens qui n'y croient pas forcément à cette théorie. Donc il y en a qui continuent à essayer de faire des robots les plus réalistes possibles. Mais c'est vrai qu'en règle générale, dans le secteur de la robotique, les constructeurs ont tendance à créer des robots qui vont plutôt avoir le visage d'un enfant, en fait. Ils vont essayer de lui donner des traits un petit peu, ce genre de traits pour plus qu'on se sente à côté de lui comme l'image d'un mentor ou quelque chose qu'on a envie de protéger. Et souvent, on va utiliser des matériaux qui sont plus plastiques, des couleurs blanches, etc., pour vraiment le distinguer de quelque chose de naturel et vraiment bien faire comprendre en quelque sorte au cerveau qu'on a bien affaire à un robot et pas à une sorte d'humain trop réaliste, quoi. D'accord. Donc ça voudrait dire que par exemple, Sophia, il y a dans sa forme actuelle ou dans sa forme oui, aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il Ouais. a très peu de chances d'être commercialisé dans sa forme actuelle parce qu'il y a des gens qui le rejetteraient, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, c'est un petit peu ça. Alors après, ça dépend de peut-être comment on communique dessus et ce qu'on arrive à faire avec, mais en gros, pour essayer d'expliquer le pourquoi un robot fait peur quand il ressemble trop à un humain, en fait, c'est assez naturel et c'est quelque chose sur lequel on peut difficilement lutter, mais pareil, ça reste de la théorie, mais c'est ce qu'il explique un petit peu, c'est que quand on quand on va voir en fait un robot qui nous ressemble, le cerveau, en quelque sorte, va se dire la personne que je vois, ça pourrait être moi, mais j'ai pas du tout envie que ce soit moi. Parce que quand on voit un robot, tout de suite, même s'il est très réaliste, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qu'il a l'air un petit peu vide dans son regard, qu'il a un sourire mécanique, etc. En gros, ça a l'air d'être quelqu'un de malade, quoi, quelque sorte. Et ça fait un petit peu peur au cerveau qui a tendance à le rejeter. Euh, il, dans sa courbe, il donne des petits exemples aussi. Il parle pas que de robots. Il parle par exemple de zombies, donc d'humains vraiment déformés mais qui font peur. Ou il donne même parfois l'exemple de cadavres où il y a c'est vrai que quand on est en face de quelqu'un qui a l'air malade ou qui éternue, il y a une forme de nous qui peut avoir un petit peu peur et qui veut s'éloigner de cette personne. Bah, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec les robots qui ressemblent un petit peu trop à des êtres humains, c'est qu'ils ils ont l'air vivants et en même temps malades. Et donc c'est ça qui va naturellement faire un petit peu peur en quelque sorte. D'accord, ok, d'accord. Et je crois que tu voulais nous parler d'un autre scientifique qui a... Ouais. Ouais, en fait, je voulais aussi parler de, de quelque chose, on va dire, parce que là, on a une explication, on va dire, où on reste quand même sur de la base de la théorie et c'est des recherches, mais il y a aussi une explication un petit peu plus scientifique que je trouvais intéressant d'aborder, c'est de parler des neurones miroirs. Oui, je veux bien que tu nous expliques, oui, ce que c'est. Ouais, en fait, les neurones miroirs, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et un petit peu par hasard. Et c'est assez intéressant, mais je vais pas raconter toute l'histoire. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on a tous chez nous des neurones miroirs, et en fait, ce sont des neurones qui vont s'activer quand je fais une action ou quand je vois quelqu'un faire une action. Donc, pour être un peu plus clair,
Si moi je prends ma tasse de café et que je bois, il y a certains de ces neurones qui vont s'activer. Mais si moi je te vois prendre une tasse de café et boire, ces mêmes neurones vont s'activer. Et en fait, beaucoup de scientifiques expliquent que c'est une partie de ces neurones qui nous permettent de nous projeter en quelque sorte à travers quelqu'un d'autre. Et pour beaucoup, c'est un petit peu les neurones qui seraient à la base de l'empathie ou tout un tas de choses. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi le fait de construire des robots qui nous ressemblent aussi physiquement, hein, c'est-à-dire humanoïdes ou avec un visage, ça permet en quelque sorte à l'homme de réussir à se projeter à travers le robot et du coup de projeter ses propres émotions à travers les siennes. Donc d'avoir l'impression de lui donner euh, une intention. C'est-à-dire quand je vois un robot faire quelque chose, se mouvoir, se déplacer, naturellement, j'ai l'impression qu'il est derrière la tête ce robot. Donc c'est pour ça que quand on voit un robot se faire frapper en quelque sorte, en fait on se projette nous-mêmes dans le robot. Et quand on voit qu'il essaie de faire quelque chose et quelqu'un le gêne, on ressent on ressent la même chose que si c'était nous à la place du robot en quelque sorte. Quoi. Et c'est une sorte de début d'explication euh, sur ce que c'est que le pourquoi on peut ressentir de l'empathie pour un robot. Quoi. D'accord. Et, et d'après toi, pourquoi les hommes ou les humains devraient ressentir des émotions pour un robot, pour une machine? Bah, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il n'y a pas de raison de devoir ressentir des émotions pour une machine ou pour quoi que ce soit. Je veux dire, si je vois un verre qui tombe par terre et qui va se casser, je ressens pas autre chose. Je ressens pas forcément de la peine ou quoi que ce soit. Mais il suffit que ce verre, il ait une forme de robot qui se déplace et qui tombe par terre. Naturellement, en fait, le cerveau va me faire ressentir quelque chose. Quoi. Et donc, je dirais que c'est pas tant un choix, mais c'est plus on, naturellement le robot en fait nous fait ressentir des émotions quoi, juste par sa forme en gros et par ce qui ouais, enfin par tout un tas de choses, c'est-à-dire que c'est pas forcément que la forme, mais on parlait de Siri tout à l'heure, juste le fait d'avoir une tonalité ou une expression, etc. C'est tout un tas de choses qui sont des traits humains. Si on les applique à des objets, naturellement, il va se créer une forme de relation un petit peu sociale. Quoi. Euh, et, euh, et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la robotique, et surtout je trouve quand on est designer et qu'on pense des expériences, bah, c'est de se dire voilà, si on a des robots ou si on a des objets en tout cas qui sont capables de générer tout un tas d'émotions, est-ce qu'on pourrait pas s'y intéresser et justement essayer de favoriser l'émergence de certaines émotions plus que d'autres. Le robot, souvent quand on parle de robot et d'émotions, on parle de la peur, mais on peut peut-être imaginer autre chose comme l'empathie, etc. C'est très intéressant parce que j'étais en train de réfléchir que par exemple, je me posais la question. Je prends Google Maps qui a beaucoup amélioré la voix synthétique ou même Siri tout simplement ou les assistants vocaux qui ont beaucoup amélioré la voix synthétique qui ne l'est plus d'ailleurs aujourd'hui et en fait je me rends compte qu'il y a c'est important parce que c'est aussi pour rapprocher les humains de cet objet et donc de créer une certaine empathie, une certaine relation j'allais dire de confiance ou de proximité en tout cas avec le smartphone et ou entre en fait finalement je sais pas je prends Google Maps par exemple c'est plus une application, ça devient un assistant personnel de conduite et au même titre qu'un autre outil, mais qui est plus puissant en fait qu'une simple application.
Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais je trouve ça super intéressant. Et en fait, je suis sûr qu'en nous écoutant, il y en a certains qui peuvent se dire que ça peut faire peur d'avoir des robots qui ont une voix de plus en plus naturelle. Je peux les comprendre. Et on peut se demander la question de est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des robots avec une voix super naturelle ou pas. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire avec. Et effectivement, créer cette relation de confiance, de proximité, je pense que ça peut aider d'avoir ce genre de robot. Mais c'est intéressant parce que un robot, ça reste un robot et donc souvent quand on a affaire à des assistants un petit peu vocaux comme Siri, etc., on peut facilement vouloir s'énerver naturellement, je dirais, contre eux parce que on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui pas toujours très performants. Et en fait, naturellement, on va plus facilement s'énerver contre eux parce qu'on sait que derrière, c'est une machine et on peut lui dire ce qu'on pense, on peut être plus agressif parce que on parle tout seul, en quelque sorte. Ce qu'on ne ferait pas du tout si c'était un vrai assistant ou si on avait un vrai, on va dire, copilote quoi, qui nous donnait des mauvaises instructions. On s'énerverait un petit peu moins parce que socialement, c'est pas ce qu'on nous a appris à faire. Et avec le robot, c'est différent. Et donc, je trouve ça intéressant en fait de se dire que on peut recréer cette forme de relation, c'est-à-dire je peux discuter avec mon Google Maps comme si je discutais avec un copilote, mais le rapport sera un petit peu différent parce que mon copilote c'est quelqu'un de vivant, ça peut être un ami, un proche, là où le robot ne le sera pas forcément, ou on n'aura pas forcément envie que ce soit. Et donc le rapport sera un petit peu différent. Et donc les expériences qu'on peut imaginer, je trouve, sont assez ouais, uniques en quelque sorte, quoi. Et donc c'est ça qui est chouette. D'accord, ok. Et je voulais vous parler d'une dernière chose, un petit peu autour de tout ça, et vous parler d'un livre qui a été écrit par Serge Tisseron, qui est un psychiatre et psychanalyste français, que je trouve super intéressant. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Le jour où mon robot m'aimera. Et bon, le livre est intéressant, mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est une partie où en fait il nous explique, il décrit la relation qu'on a avec les objets qui nous entourent dans notre quotidien, pas spécifiquement du robot, mais tous les objets. Et en fait, il explique que tous les objets, on peut les catégoriser en 4 grandes catégories. Ils ont chacun un propre rôle. En fait, il parle d'objets qui ont une fonction de complicité, d'autres qui ont une fonction d'esclave, d'autres qui ont une fonction de partenaire, et la dernière de témoin. Et en fait, chaque objet va remplir une de ses fonctions, voire deux de ses fonctions, quoi. Euh, je vais prendre, je sais pas, un journal intime, il va jouer le rôle de témoin. Il peut aussi jouer le rôle d'esclave pour peut-être noter certaines choses, etc., se mémoriser. Mais il explique tout ça. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a qu'une sorte d'objet qui peut remplir un petit peu ces quatre rôles à la fois. Et en fait, il parle des robots. Euh, qui sont capables de remplir ces quatre fonctions en même temps et donc de créer des interactions beaucoup plus fortes, beaucoup plus complètes que tous les objets qui nous entourent dans notre quotidien. Euh, il donne aussi un autre exemple et qui est assez vrai. Il parle des robots, mais il parle aussi des smartphones. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est un petit peu l'objet que tout le monde a, qui fait partie un petit peu de notre quotidien à tous. C'est ça qu'on a du mal de s'en passer. Et il fait beaucoup de choses, ce smartphone. Alors, on pourrait considérer ça comme un robot, en quelque sorte. C'est peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, l'objet qui se rapproche le plus. Mais voilà, il suffit d'imaginer un smartphone avec des bras, des jambes, un visage qui se déplace et tout de suite le rapport qu'on pourrait avoir avec serait très différent, quoi. Donc, je recommande fortement son livre qui est très intéressant. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu tout à l'heure, tu avais commencé à l'aborder, du projet de ton diplôme et de quand ça date? Ouais, Et ouais, voilà, s'il te plaît. ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, en fait, c'est toute cette partie en fait c'est toute cette réflexion qu'on vient un petit peu d'aborder ensemble en fait que j'ai retranscrit un petit peu dans mon mémoire et du coup à la fin de mon mémoire comme j'expliquais j'en suis abouti à la conclusion que les robots c'était des vecteurs un petit peu d'émotions ou du moins qu'on pouvait facilement générer tout un tas d'émotions avec ce genre d'objet.
Et donc, je me suis demandé, si on pouvait pas l'utiliser pour créer d'autres types d'émotions ou des choses un peu plus désirables que par exemple que la peur. Et donc je me suis posé la question: «Est-ce qu'on peut, imaginer un robot qui soit capable d'être un vecteur de fraternité?» Et donc c'était le point de départ, de mon diplôme. Hem et donc ce diplôme, ouais, ça date de 2017, donc quelques années déjà. Heu et hem pour vous expliquer un petit peu mon cheminement et qu'est-ce que j'ai essayé de faire, en fait, en partant de ma question de designer, je me suis posé la question de là où ça ferait le plus, sens, de parler de fraternité, quoi. Donc j'ai pensé, aux associations, tout un tas de choses et en fait, assez naturellement, je me suis tourné, vers les écoles et vers, les enfants. Hem, Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis intéressé au mot fraternité, qu'est-ce que ça voulait dire? Le vivre ensemble, et en fait, naturellement, je me suis dit que là où on apprenait, en tout cas la fraternité et à vivre en groupe, c'était, à l'école. Et plutôt, assez jeune. Hem et tout ça m'a amené à un deuxième point et ce que j'ai essayé de faire un petit peu avec le robot que j'ai imaginé. J'ai essayé de, créer un robot pour favoriser en fait l'émergence de, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Hem, je ne sais pas si ça te parle un petit peu? Heu Non, vas-y, je t'en prie, tu peux juste nous expliquer ce que c'est Ouais, rapidement. ouais, en fait, bon, c'est un terme qui est utilisé par, des psychologues qui ont un petit peu émis cette hypothèse, mais en gros, ce qu'il faut entendre par intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'on a chacun à, reconnaître, comprendre ou maîtriser, ses propres émotions, comme celles des personnes qui nous entourent, quoi. Hem D'accord. et donc en fait, c'est quelque chose qui est vachement important, quand on parle de fraternité et de vie en groupe. Hem heu et aussi, justement, quand on s'intéresse aux enfants et généralement, moi, c'est autour, en fait, de l'âge de entre, 5 et 8 ans. On parle souvent de l'âge de raison autour des 7 ans, mais en fait, c'est souvent à ce moment-là que l'enfant, en grandissant, il comprend qu'on va dire, tout ne tourne pas autour de lui, que les personnes qu'il voit n'ont pas forcément les mêmes idées que lui ou les mêmes émotions et c'est là où il commence à comprendre, en fait, et c'est là que se posent les premières bases, en quelque sorte, de l'intelligence émotionnelle. Et donc, je me suis dit que, si on voulait imaginer un robot, vecteur, de fraternité, il fallait peut-être partir un petit peu de là. Hem et donc c'est ce que j'ai fait un petit peu pour mon diplôme et je suis allé voir, tout simplement des professeurs, d'école, primaire, parce que, en fin de compte, c'est eux, aujourd'hui qui aident les enfants un petit peu à se développer et à développer leur intelligence émotionnelle et donc j'ai essayé un petit peu de comprendre, leur quotidien et comment, les choses étaient gérées, quoi. Donc j'ai discuté avec beaucoup de plusieurs professeurs, je leur ai présenté un petit peu, mon travail et mes réflexions et cetera. Hem et donc en fait, tout ça m'a amené donc à imaginer, une sorte de petit robot, et je me suis beaucoup inspiré en fait de ce qu'on retrouve dans certaines, heu, classes en primaire, qui sont, une sorte d'animaux de compagnie de la classe, et qui sont un petit peu la mascotte de la classe, et c'est un petit peu comme ça que j'ai voulu positionner le robot. C'est-à-dire une sorte de figure, qui est entre la figure d'autorité du professeur et celle d'un ami, que les enfants peuvent avoir. Donc c'est un petit peu entre les 2. C'est-à-dire que le robot ne doit pas être l'ami d'un enfant, ou ne peut pas de toute façon être l'ami d'un enfant. Mais c'est pas non plus une figure d'autorité, c'est plus le rôle d'un essayer de créer une sorte de complice ou d'avoir une relation un petit peu privilégiée, un entre-deux. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu pas mal avec ces animaux de compagnie qui fédèrent en quelque sorte un petit peu la classe autour d'eux et par leur simple fait de s'en occuper, génère tout un tas de valeurs, quoi. Donc je me suis beaucoup inspiré de ça. Hem et je me suis même inspiré de tout un tas de choses après sur ce qu'on allait faire avec le robot et sur ce à quoi il allait, ressembler. Hem
je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, l'apparence du robot, la façon dont il peut se mouvoir ou à quoi il ressemble, c'est vachement important. Et je l'ai compris assez tôt. Et donc j'ai passé beaucoup de temps sur mon premier diplôme à essayer de dire comment allait fonctionner le robot et à quoi il allait ressembler. Et je me suis pour ça inspiré de tout un tas de choses qui existent. Et sur l'aspect mécanique du robot, il y en a un autre qui s'appelle Jimbo. C'est un petit robot que j'ai trouvé très malin parce qu'en fait, avec un mécanisme tout simple, c'est 2 axes de rotation. En fait, le robot peut se mouvoir et en se déplaçant, il peut facilement exprimer des choses. Et donc c'est ce que je voulais. Moi, je voulais un robot qui est juste. En fait, c'est mon robot. Je l'ai dessiné comme une sorte de grosse tête avec un écran. Cet écran, en fait, il y a un visage, une sorte de petite comme une sorte de petite bestiole sympathique qui exprime tout un tas de choses avec un sourire, des yeux, des sourcils, etc. Tout ça posé sur quelque sorte de 2 petits cylindres qui peuvent tourner l'un sous l'autre et qui permet au robot de baisser la tête, de la lever, de l'hocher, etc. Et ça permettait en tout cas de facilement sans avoir quelque chose de trop complexe mécaniquement, de créer un robot qui exprime facilement des choses, quoi. Et c'est super important en fait de pouvoir avoir un robot qui exprime des émotions quand on veut parler d'intelligence émotionnelle, quoi. Ouais, puis je pense même par rapport le fait que par rapport aux enfants qui puissent s'exprimer avec je sais pas des sourires, des grands yeux ouverts, des yeux qui se ferment parce qu'il est un peu triste ou des choses comme ça. Je pense que c'est important surtout à cet âge-là quoi. Exactement. Exactement. Et en fait, après, c'est ce que je voulais et je me suis demandé, après, voilà, qu'est-ce que l'enfant peut faire un petit peu avec ce robot. Euh, et, et depuis le début, j'en avais pas parlé, mais à chaque fois, je me suis dit qu'il fallait positionner le robot vraiment comme un outil pour les professeurs. D'accord. Et ça, je pense que c'est vachement important de vraiment de le prendre comme ça parce qu'aujourd'hui, tout l'objectif de ce robot, c'est d'aider les professeurs on va dire, à créer dans ces classes, c'est à aider les enfants en tout cas à se développer et à développer leur intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, c'est le rôle des profs et le robot ne peut qu'être un outil pour ça. Et donc en fait, c'est pour ça que je me suis beaucoup inspiré de choses qui existent déjà ou que les profs ont tendance à faire, mais en y ajoutant en fait cet aspect robotique et tous les atouts que peut apporter un robot, quoi. Le fait d'avoir un visage, de se mouvoir, etc. Et donc en fait, j'ai imaginé tout un tas d'interactions entre les enfants et le robot. Et j'ai imaginé des interactions qui se fassent individuellement et des interactions qui se fassent en groupe. Euh, il y a dans certaines classes, il y a beaucoup de profs d'ailleurs qui utilisent des jeux de cartes justement pour développer l'intelligence émotionnelle. Donc c'est souvent des cartes où on voit des visages, ou bien on demande à un enfant d'imiter, de jouer une expression, et on demande aux autres un petit peu de deviner quelle expression il imite, etc. L'idée c'était un petit peu de faire la même chose avec le robot. Donc j'ai imaginé tout un tas on va dire de mini-jeux avec le robot, et l'idée c'était de parler d'émotions, de voir le robot s'exprimer, de demander à l'enfant de deviner quelle émotion le robot imitait, ou inversement que l'enfant essaye d'exprimer au robot quelle émotion il ressent par rapport à une situation, etc. Et donc j'ai imaginé tout un tas d'interactions comme ça, toutes dans l'optique vraiment d'assister un professeur. D'accord. Comment que s'est terminé ce projet? Bah, écoute, c'est un projet du coup que j'ai créé une sorte de prototype. Alors, le prototype, on va dire, c'était plus pour montrer l'aspect mécanique. J'avais quand même mis un visage où j'avais fait une petite animation sur After Effects, etc., pour qu'on puisse voir le robot s'exprimer. Et j'ai essayé de montrer des petites vidéos, etc., de sortes de jeux qu'on pourrait faire avec. Et c'est ce que j'ai présenté un petit peu à mon jeu de diplôme, et ça a plutôt été assez bien reçu.
Et donc ça s'est abouti un petit peu comme ça le sujet, mais j'ai envie de dire que ce qui a vraiment manqué et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir pu tester en fait ce robot. Moi, j'ai pas eu toutes les compétences pour coder quoi que ce soit. Je pense que c'était de façon un petit peu trop ambitieux ce que le robot était capable de faire, du moins en 2017. Et donc, on va dire le prototype était loin et fonctionnel, quoi. Euh, et c'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui parce que, en fin de compte, moi, je pense que c'est très important, c'est super important même de tester ce qu'on fait, ce qu'on imagine. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, il y a beaucoup de choses que je referais différemment parce qu'avec un peu de recul, bah, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur mon projet de diplôme. Euh, mais voilà, je suis assez content quand même du résultat final et au final, ça m'a permis d'obtenir mon diplôme, donc on va dire que c'était pas trop mal. Oui, c'était quand même le but premier, C'était quoi. le but premier, exactement. Et est-ce que aujourd'hui, tu aimerais retravailler sur ce projet et le développer? Ouais, ça me plairait, ça me plairait. Après, je pense que la démarche du départ qui était de se dire je veux un robot qui pourrait générer des vecteurs de fraternité, où est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans les écoles, pourquoi pas. Je pense que déjà, ça, c'est pas forcément la bonne démarche à avoir. Et ça aurait été plus intéressant de partir vraiment d'une situation, d'un problème et d'essayer d'imaginer des solutions. Et donc là, si on parle essayer de favoriser l'émergence de l'intelligence émotionnelle chez un enfant, on peut imaginer tout un tas de solutions et pas forcément un robot. Il y a sûrement beaucoup plus simple, c'est sûr. Et donc c'est pour ça que si c'était à refaire, je pense que je repartirais un petit peu de cette réflexion de départ qui est de se dire euh, les robots sont des vecteurs d'émotion. Comment je peux les exploiter, mais le secteur ou ce que je ferais avec serait sûrement très différent que ce projet de diplôme, et surtout je serais beaucoup plus dans une optique de pouvoir avoir quelque chose un prototype qu'on puisse aboutir, qu'on puisse produire et qu'on puisse tester, quoi, et avoir des vrais retours. Donc, si c'était à refaire, ça serait sûrement très très différent. D'accord. Et quel retour t'avais eu des professeurs à cette époque? Bah, j'avais eu plutôt des bons retours. Alors après, moi, c'était surtout dans la phase de recherche où j'ai beaucoup discuté avec eux et j'ai pas pu, on va dire, venir essayer de tester des choses avec eux. Donc ça, c'est un petit peu un grand regret. Mais sur la phase de recherche, j'ai eu des très bons retours. Quand on parle de robots et enfants, il y a un peu de tout un tas de réactions. Je peux comprendre que pour certains, ça inquiète, ou il y a un côté peut-être qui peut paraître pas forcément très sain. D'autres qui étaient très curieux de comprendre et toute cette réflexion ouais, il y a quelque chose de marrant à faire. Donc il y a eu un peu de tout un tas de réactions et moi j'ai beaucoup appris en fait de vraiment du professeur et de sa vie, on va dire, de classe, quoi, et comment il peut gérer un groupe d'enfants. Donc, c'est plus ça qui m'a plu en discutant avec eux. D'accord, ok. Ouais, et du coup, pour conclure un petit peu sur ce sujet, et en fait, sur du coup, le sujet de la relation un petit peu homme-robot, je pense que ce qu'il faut en retirer, c'est que je pense que le robot en lui-même est pas très intéressant. En tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est vraiment je parlais d'interaction, c'est peut-être un peu flou, mais c'est vraiment ce rapport. Et pour moi, un robot, c'est un objet un petit peu comme les autres, à la différence que c'est de par sa forme ou par ce qu'il fait, il suscite plus facilement des émotions, quoi. Et donc, je pense que nous, designers et même roboticiens, on devrait beaucoup plus s'y intéresser, qu'il y ait plus de designers dans l'univers de la robotique. Je pense que ça ferait pas de mal. En tout cas, ça me ferait plaisir parce que quand on pense expérience, je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec la robotique et il y a pas forcément besoin de faire des choses d'ailleurs très complexes. Aujourd'hui, en robotique, on entend c'est beaucoup axé sur la recherche pour faire des robots beaucoup plus performants, etc. C'est intéressant et c'est important, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les robots sont en quelque sorte assez limités. Donc, ça peut être utile d'avoir des robots plus performants, mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire de choses ultra performantes pour générer vraiment de la valeur et créer vraiment des usages sociaux
fort et important. Il existe d'ailleurs quelques exemples de robots sociaux qui apportent des choses vraiment super intéressantes et qui sont pas super complexes. Et donc j'aimerais bien en voir émerger tout un tas d'autres dans les années qui suivent, quoi. D'accord, ok. Donc, cher ami designer, penchez-vous sur la robotique et sur les sociétés qui créent des robots pour leur proposer vos candidatures et Bah, je suis sûr que ça ferait énormément de bien, en tout cas au secteur de la robotique, d'apporter cette réflexion que le design peut avoir et qui est beaucoup plus tourné sur l'usage et un petit peu moins sur la technique, alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse dans l'univers de la robotique, quoi. voilà. Après, c'est peut-être biaisé, mais moi aussi j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont très axés sur, comme tu le dis, sur la technologie et beaucoup moins sur l'humain. Mais après, c'est peut-être que nos aperçus à nous Peut-être. extérieurs et qu'on connaît vraiment très mal le sujet. Ça. Oui, oui, oui. Non, et puis il y a plein de, il y a plein de contre-exemples, et il y a plein de boîtes en robotique qui font des robots géniaux, hein. Et je pense notamment à un petit robot qui est destiné aux enfants qui sont trisomiques, et justement du fait que c'est un robot, les enfants ont plus facilement tendance à s'exprimer avec ces robots-là et à créer vraiment une interaction qui est géniale. Et je trouve ce robot formidable parce que pour le coup, il y a en quelque sorte que le robot qui est capable de le faire, quoi. Et du coup, il y a plein de projets comme ça et il pourrait y en avoir encore plus. D'accord. Ok. Pour terminer l'interview, je voudrais te poser les 3 questions fil rouge. Qu'est-ce qui, toi, te différencie d'un autre designer, s'il te plaît? Ouais, c'est une question qui est pas évidente, je dirais. C'est une bonne question. Déjà, il y a un premier point. Généralement, quand je présente, j'aborde, j'aime pas trop m'identifier par rapport à ça, mais c'est vrai que je suis dyslexique et que mine de rien, j'ai une dyslexie qui est assez lourde et toute ma scolarité, en tout cas, ça m'a pas mal handicapé. Et donc, je sais pas que c'est ça qui me différencie, mais en fait, le fait de devoir être dyslexique, je pense que ça m'a toujours amené à devoir m'adapter un petit peu aux méthodes, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une force, c'est que je pense que j'ai cette capacité assez naturelle de facilement m'adapter à une méthode de travail ou avec des personnes avec qui je travaille plus facilement peut-être que certaines personnes. Et je pense que la deuxième chose qui me caractérise en tant que designer, qui me différencie un petit peu en tant que designer, c'est que je pense que j'ai un esprit quand même qui est assez scientifique. En tout cas, moi, j'adore la science et surtout, j'adore comprendre comment les choses fonctionnent. Et je pense que j'ai un esprit assez cartésien. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si j'ai commencé par faire des études en mécanique. Mais mine de rien, en fait, en m'intéressant au design, j'ai compris que tout n'était pas forcément logique, surtout quand on parle d'ailleurs d'émotions d'expérience. Et c'est ça qui me plaît. Et je pense que de mon approche design, j'ai toujours ce côté un petit peu expliquer le côté émotionnel tout en acceptant que on n'a pas besoin d'expliquer une émotion pour créer une bonne expérience, quoi. Et donc c'est peut-être ça qui me différencie, je dirais, des autres designers. D'accord, merci. Et comment vois-tu ton métier dans 10 ans, s'il te plaît? Ouais, 10 ans, c'est loin. C'est ce que je me disais, 10 ans, c'est assez loin, mais j'espère qu'il aura évolué. Enfin, forcément, il aura évolué et en bien, mais c'est vrai que dans 10 ans, moi, j'aimerais quand même qu'on voit davantage de designers et davantage de designers dans des secteurs où c'est pas forcément évident d'en voir d'ailleurs aujourd'hui, même si on en voit de plus en plus, mais je pense à des secteurs publics ou dans l'humanitaire, ou même dans la politique. Il y a tout un tas de secteurs où je pense qu'avoir une approche design, ça ferait pas de mal et que ça soit beaucoup plus naturel, en tout cas, dans 10 ans, que ça ne peut l'être aujourd'hui. Et j'espère aussi que dans 10 ans, la vision, en tout cas globale qu'on peut avoir du design aura un peu plus évolué. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'est vrai que quand on pensait design, on pensait tout de suite au beau, ou on pensait parfois un petit peu à de l'art. Euh,
alors que j'espère que dans 10 ans, quand on pensera design, on pensera beaucoup plus à de la conception, un peu comme nos amis anglophones, quoi, qui ont un peu plus cette vision du design, et j'espère que ça va tendre un peu plus dans ce sens-là, et qu'en tout cas la méthode ou la façon de voir les choses, les problématiques du design soit un peu plus universelle, quoi. Très bien. Quel épisode de Design Plus as-tu le plus aimé et pourquoi, s'il te plaît? J'ai beaucoup aimé, moi, l'épisode sur les designers citoyens. Du coup, justement, je parlais de vouloir voir un peu plus le design dans des domaines un peu plus larges, où c'est un petit peu moins évident. Donc, citoyen, c'est politique, humanité, etc. On est en plein dedans. Et j'ai appris énormément de choses en fait, en écoutant cet épisode. Et donc, c'était très rafraîchissant et très enrichissant à écouter, quoi. Et il y a toujours de super intervenants. Donc ouais, je dirais que c'est peut-être celui-là que j'ai le plus aimé. Mais c'était avec Johanna Rove Calvi qui parlait effectivement de designer citoyen et comment elle mettait ses compétences au service de son quartier et au niveau de sa ville, etc. Et voilà, donc c'était, oui, effectivement, très intéressant. Je te laisse la conclusion de cet épisode. Si tu avais un seul conseil, par exemple, à donner à nos éditeurs et auditrices, quel serait ce conseil, s'il te plaît? Ouais, pareil, je suis pas toujours le mieux placé forcément pour donner des conseils, mais je connaissais la question avant, donc j'y ai réfléchi un petit peu. Et pour rester un petit peu en lien avec le sujet, un petit peu sur la robotique, moi, un conseil que j'aime bien, en tout cas une réflexion que j'aime bien avoir, c'est quand on a peur de quelque chose, parce que la robotique, ça peut faire peur, mais même en règle générale, quand on comprend pas quelque chose, que ce soit d'ailleurs quand on travaille le design, hein, quand on comprend pas quelque chose, je pense que c'est super important de faire l'effort d'essayer de comprendre pourquoi on ressent ces choses, ou pourquoi la personne qui est déjà en face de moi ressent ce genre de choses, pourquoi ses idées sont différentes ou mes idées sont différentes, quand on fait des tests utilisateurs, etc. Essayer de comprendre, c'est vachement important. Et je pense que pour aider vraiment à mieux comprendre les choses, il y a un exercice à faire sur soi-même qui est pas toujours évident, mais on parle souvent d'esprit critique, quoi, garder l'esprit ouvert, mais je pense que le mieux pour faire ça, c'est d'essayer de pas se laisser un peu spoiler par ses intuitions ou ses émotions, et essayer d'adapter le point de vue de l'autre, parce que je pense que c'est la meilleure façon de comprendre et d'apporter des réponses à ce qu'on ressent, quoi. Et du coup, c'est le conseil que je donnerais en règle générale dans la vie de tous les jours, ou même quand on travaille tous les jours sur nos sujets de design. Comprendre les choses, c'est important. Alexandre, merci beaucoup pour ton intervention dans Design Plus. C'était un sujet qui était très intéressant et c'est un sujet que j'ai jamais abordé dans Design Plus. Donc, merci à toi de nous l'avoir partagé. Et dans Design Plus, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, merci vraiment beaucoup à toi aussi, Laurent, de m'avoir invité pour venir en parler. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour tous les éditeurs, ou tout ce que j'ai pu raconter, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et comme tu le dis, c'est vrai qu'on entend peu de designers, je trouve, en parler, pas assez encore à mon goût, en tout cas. Je vous mettrai bien entendu les références des livres qu'a cité Alexandre dans la description. Voilà, je vous dis donc à très bientôt et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast, et sur LinkedIn, Design plus le podcast.
Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt!